Madame Fatoum Khdari, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour à toute l'équipe. Alors, les risques majeurs, une des conséquences des changements climatiques, Madame Khdari. Oui, les risques majeurs, d'abord ça a existé depuis, je dirais, la nuit des temps, mais en notre époque, il s'accélère, il s'accentue par rapport au bouleversement climatique, sous l'augmentation de l'effet de serre, en quelque sorte, qui est en fait l'effet de serre qui est un phénomène au départ naturel de la planète, c'est ce qui permet de réchauffer notre planète, sinon on ne pourrait pas y vivre. Mais malheureusement, l'émission exagérée et abusive des gaz à effet de serre comme le CO2, les méthanes, et en particulier le CO2, ont fait qu'il y ait perturbation de la température de la Terre avec toutes les conséquences et les perturbations qui suivent. Alors, les conséquences vont s'accentuer encore davantage aujourd'hui, puisqu'on a vu qu'il y a bouleversement des saisons. Je dirais pas qu'il y a bouleversement des saisons, mais il y a perturbation, c'est sûr qu'il y a des décalages, mais il y a surtout des phénomènes extrêmes comme les épisodes de sécheresse que nous vivons et que vivent d'autres régions du monde, et en particulier, je dirais, la nôtre. Il suffit de rappeler en Algérie en 2021, cette année, en 2023, et souvent ces épisodes de sécheresse accrue sont suivis, entrecoupés par je dirais, des pluies diluviennes qui sont plutôt des pluies des plus destructrices que réparatrices. Alors, vous parlez bien sûr des épisodes de sécheresse, les inondations qui provoquent de fortes aujourd'hui, c'est-à-dire pertes également. On peut considérer aujourd'hui, partant de ce que vous déclarez à l'instant, Madame Fatoum Khdari, puisqu'on parle des risques majeurs avec les conséquences induites par les changements climatiques, on n'a pas mesuré à sa juste valeur le phénomène du réchauffement de la Terre. Je parle de l'Algérie et des autres pays. Je crois d'abord, il faut rappeler que les scientifiques ont fait leur travail, en particulier les spécialistes du climat et les autres disciplines. Depuis les années 70, on n'a pas arrêté d'alerter sur les changements climatiques et les risques et menaces potentiels. Maintenant, c'est vrai que les changements climatiques sont peut-être au départ ont été mal interceptés par les autres composantes de la société humaine. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute, tout le monde est conscient, même si les gens n'ont pas encore les gestes qu'il faut, les gestes qu'ils devaient suivre, et en particulier au niveau des politiques de développement, de développement de culture des risques, tout ça. Mais il y a quand même une prise de conscience. Et en tout cas en Algérie, je pense qu'actuellement, ça commence à prendre, je dirais, place. Et on n'a pas le choix, de toute façon, on n'a pas le choix. On en prend conscience ou on risque d'être confronté au pire. Hein. Et là, à mon avis, nous avons quand même des informations par les scientifiques, déjà à l'échelle mondiale, par le groupe du GIEC, sur toute la région méditerranéenne. En plus, nous, on a toute une grande partie du pays qui est confrontée quand même déjà de par sa nature à des phénomènes extrêmes comme les canicules, les tempêtes de sable, et un peu plus haut vers la steppe, c'est la désertification qui s'est mise en place depuis, je dirais, les années 70. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à rappeler que l'Algérie était parmi les pionniers à l'échelle internationale par rapport au risque de sécheresse et désertification, et surtout la sécheresse qui a frappé les pays d'Afrique du Nord, les pays du Maghreb et en particulier le Sahel. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que je dirais l'être humain, de par notre nature, on est plus, je dirais, peut-être capté ou sensible aux risques majeurs ou aux catastrophes qui font du bruit. Et on est un peu, je dirais, moins sensible par rapport aux sécheresses et désertifications, alors que c'est des risques. Moi, je les qualifie de risques insidieux, mais des risques vraiment dévastateurs. Et il suffit de se rappeler que les sécheresses qui ont frappé le Sahel ont fait des déplacements, ont fait des morts, des déplacements de populations qui ont perdu leur cheptel, leurs terres, et ainsi de suite. Et je pense que s'il y a un risque par rapport au changement climatique dans nos régions frappées par des sécheresses, il faut aussi penser au mouvement migratoire. Alors que nous, notre intérêt, c'est la fixation des populations dans leurs territoires ruraux et où il y a une activité, je dirais, agricole, pastorale, et ainsi de suite. Alors, vous parlez bien sûr des risques insidieux.
yeux la désertification, la sécheresse et également l'ensablement ou les ventes de sable. On le constate aujourd'hui à notre détriment. Bien sûr, par rapport bien sûr avec ces perturbations des saisons. Vous avez parlé aujourd'hui qu'on a été quand même, l'Algérie était à l'avant-garde puisqu'elle parlait des risques de sécheresse durant les années 70, la preuve étant la réalisation du barrage vert. Mais depuis, on a baissé la garde puisque vous dites on risque d'être confronté au pire si on ne prend pas les mesures qu'il faut maintenant. Oui, oui, moi je pense que, je le redis, l'Algérie a été parmi les premiers à évoquer, même au niveau international, le risque les risques liés climatiques, en particulier la sécheresse et la désertification. D'ailleurs, nos premiers professeurs et équipes de notre première université, l'USTHB, ont je dirais, acquis pratiquement 40 années d'observation. Il suffit de suivre leurs publications. Ensuite, avec le développement du réseau universitaire, il y a eu vraiment plusieurs équipes, à la fois dans les laboratoires universitaires, mais aussi dans les centres de recherche, comme le CRSTRA, comme l'INRF. Aujourd'hui, il y a aussi le centre de recherche sur l'environnement et le climat d'Annaba. Donc, mais il y a eu une prise de conscience politique depuis les années 70. Et c'est ce qui a mené au projet du barrage vert. Mais il faut reconnaître que le projet de barrage vert, aujourd'hui, même s'il apparaît ici, je dirais, à 100%, il faut rappeler l'époque où il a été créé. Il a été créé, je dirais, l'Algérie, elle venait d'acquérir son indépendance. Elle n'avait pas d'agronome, pas de forestier, pas de cartographe, pas de moyens, genre pépinière et autres, moyens pour cartographier, pour étudier et faire les aménagements qu'il faut. Mais n'empêche que, pour nous, c'est une très bonne école sur laquelle on peut s'appuyer. Aujourd'hui, il y a un programme de la relance du barrage vert, mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on en tire aussi des leçons de cette expérience. À la fois pour reprendre ce barrage vert, mais aussi pour les autres, je dirais, domaines des activités humaines à l'échelle de notre société. D'ailleurs, le barrage vert a donné aussi l'idée à d'autres régions du monde pour la création de ce genre je dirais, de dispositif qui permet à la fois d'endiguer, si l'on peut dire, on peut s'exprimer comme ça, le phénomène de désertification, mais qui constitue aussi, je dirais, un puits de séquestration de carbone, parce qu'il faut aussi, maintenant, je dirais, jongler sur toutes les facettes, et à mon sens, si on veut réussir la relance du barrage vert, il faudrait aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tirer profit des leçons précédentes et impliquer dès le départ les populations locales. Et il faut aussi peut-être choisir de façon judicieuse à la fois les aménagements pour le réussir, mais aussi les espèces qui peuvent avoir un intérêt à la fois écologique et économique et qui peuvent mener ces populations locales, je dirais, à s'approprier eux-mêmes le projet. Parce qu'il faut le dire aussi qu'il y a eu des endroits du barrage vert où il y a eu des coupes de bois illicites, où il y a eu des défrichements illicites, ainsi de suite. Et je pense que parmi je dirais, les éléments sur lesquels on doit vraiment faire des efforts, en tout cas en Algérie, c'est l'implication de tous par rapport à la question des changements climatiques. Si on veut faire de l'économie de l'eau, la première des choses, c'est sensibiliser le secteur agricole sur la question de l'eau, parce que c'est le secteur qui utilise le maximum. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des efforts à faire au niveau de l'AEP, ne serait-ce qu'au niveau des réseaux de distribution et diminuer les pertes et les fuites. Si on veut lutter contre la désertification, il faut sensibiliser d'abord nos éleveurs. Bien sûr, il faut sensibiliser les agriculteurs pour éviter les labours destructeurs, la population locale pour éviter le défrichement et les coupes illicites. Et il y a aussi un travail au niveau, je dirais, du citoyen simple comme vous et moi par rapport à ces phénomènes. Et je m'exprime de façon la plus simple qu'on utilise dans le domaine de la gestion des risques. Il nous faut en fait acquérir à tout prix une culture des risques. Je vais vous donner un autre exemple. Ce n'est pas normal qu'on ait du retard jusqu'à ce jour par rapport aux assurances et les calamités. Ça a été toujours un fardeau pour les caisses publiques. Ça ne veut pas dire que l'État ne doit pas jouer son rôle. Il doit jouer son rôle. C'est le premier responsable
de la société, du citoyen, des développeurs économiques. Mais je dirais le citoyen, quelle que soit sa place, sa position, son activité, il doit aussi apporter sa contribution. Alors on a vu, le président de la République a donné hier des directives strictes sur la question des risques majeurs. Il a ordonné au Wali, bien sûr, de réactualiser de façon régulière tous les 6 mois leurs dispositifs. Vous dites aujourd'hui, si on ne prend pas les mesures qu'il faut, on risque d'être confronté au pire. Qu'est-ce que vous entendez par le pire? Aujourd'hui, une autre menace par rapport à cette question du réchauffement de la Terre, qui a une conséquence directe sur, bien sûr, le phénomène de la sécheresse, c'est la crise alimentaire. Oui, on va être... les phénomènes liés au changement climatique sont, je dirais, interconnectés. C'est pas seulement les volcans et les séismes. Oui, ça c'est les risques géologiques. Mais là, aujourd'hui, on est en train de parler, d'essayer de comprendre et de donner quelques, je dirais, éclairages par rapport aux risques climatiques. C'est sûr que quand on parle changement climatique, pour notre région, c'est la première des choses, sécheresse, réduction de la ressource hydrique, ça veut dire impact sur l'agriculture. 85% du pays, c'est le Sahara. Et oui, et en plus, réduction de la ressource hydrique, ça veut dire impact sur les cultures irriguées et surtout les cultures menées en pluvial, comme les grandes cultures, les céréales. Et nous, notre déficit, c'est justement dans ces spéculations et qui nous laisse dépendants des importations d'un marché mondial qu'on ne peut pas maîtriser. D'abord, et par rapport aux fluctuations, je dirais, perpétuelles des prix, mais aussi par rapport à son impact et ce marché lui-même est influencé par tous les changements à l'échelle mondiale, à commencer par, je dirais, les perturbations géopolitiques. Je donne un exemple. Le conflit russo-ukraine a conduit à une crise quand même alimentaire dans pas mal de pays, parce que ces deux pays à eux seuls contribuent au marché mondial des céréales, si je ne me trompe pas, à hauteur de 30%. Dans la moitié sont exportés vers les pays de la région arabe, ce qu'ils appellent région MENA. Et donc, il nous faut aussi réagir et comprendre et prendre conscience que l'impact des changements climatiques, en quelque sorte, c'est comme si un phénomène qui va en cascade. Il y a un autre phénomène que je voudrais souligner. Il ne faut pas traiter les risques séparément. Il nous faut aussi considérer les interactions entre les risques. Je donne un exemple. Les sécheresses combinées ou associées aux canicules, la première des choses, elles vont entraîner une augmentation de l'évaporation, ce qu'on appelle en agronomie ou en hydraulique, en météo, l'ETP. L'ETP va, je dirais, en quelque sorte, les cultures irriguées vont avoir besoin de plus d'eau d'irrigation parce qu'il y a la demande climatique. D'ailleurs, on doit répondre à la demande climatique et l'eau apportée par l'irrigation, en fait, elle répond plus à la demande climatique qu'à la quantité d'eau qui est réservée au niveau de la plante elle-même. Mais quand on dit demande climatique qui augmente, ça veut dire qu'il nous faut réfléchir aussi sur les périodes et le choix des espèces. Moi, si je suis dans une région où le TP à un moment donné atteint son summum, je dois éviter cette période pour telle ou telle culture. Mais qui doit guider cette façon de voir à nouveau, à mon avis, il y a obligation de mettre en place une stratégie globale pour faire face aux défis des changements climatiques. Qu'est-ce que vous entendez par cette stratégie globale? Stratégie globale qui met sur la table à la fois les risques, les menaces, qui met les outils qui permettent de suivre ces risques et menaces sur le court, moyen et long terme. Vous avez évoqué les directives de Monsieur le Président, et moi je suis tout à fait de cet avis, parce que souvent on fait des bonnes actions, mais on oublie de suivre et de réévaluer. Et toute stratégie, à mon sens, tout modestement, elle est sujette à une évolution. Surtout, contrairement à une stratégie liée à une entreprise, une stratégie pour gérer les risques climatiques, elle est d'abord sensible au changement climatique, des événements au niveau de notre biosphère, dans les différents écosystèmes, y compris marins. Il ne faut pas parler uniquement écosystèmes, je dirais, continentaux, mais aussi elle est sensible à tout changement brusque, positif ou négatif au niveau de la sphère socio-économique. Je donne un exemple. Si on a une période de sécheresse aiguë qui s'étend, nous sommes bien obligés d'aller vers une restriction au niveau de l'usage de l'eau pour certaines activités. Et on doit prioriser.
Je dois prioriser l'alimentation, la sécurité alimentaire, je dois prioriser la santé publique, je ne dois pas prioriser des activités qui auront toujours leur place dans la société, mais qui ne sont pas prioritaires au moment d'une crise aiguë de l'eau. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook Invité de la rédaction. Madame Fatoum Lakhdari, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. Merci tout de suite. À vous. Alors, Madame Fatoum Lakhdari, moi je voudrais revenir avec plusieurs aspects par rapport à ces menaces futures et qui sont aussi dévastatrices que les guerres militaires. Je voudrais revenir un peu sur l'aspect que vous avez évoqué dans la première partie. Vous avez dit qu'il faut une stratégie nationale, mais il faut aussi des politiques d'évaluation qui doivent évaluer comment doit-on faire ces politiques d'évaluation quand on sait qu'on était en avant-garde par rapport à la question de la sécheresse durant les années 70. On a réalisé le barrage vert, puis après on a baissé la garde. Madame Lakhdari. Oui, moi je pense que d'abord, comme je l'ai déjà dit, toute stratégie, elle doit être soumise à une évaluation. Parce qu'elle est sujette à des modifications périodiques et régulières. Mais pour cela, il faut avoir, je dirais, un corps ou un organisme ou un conseil qui soit de composition, je dirais, de compétences avérées, de composition pluridisciplinaire et qui permet d'évaluer périodiquement, qui rend en quelque sorte les comptes sur la situation et surtout sur je dirais, les plans d'action qui ont été menés ou qui ont été, je dirais, indiqués pour tel ou tel risque ou pour tel ou tel phénomène. Et là, moi, je dirais, on ne peut pas mettre les mêmes personnes ou le même corps qui fait les actions et qui évalue. Comme on dit, on ne peut pas être jugé parti. Il faut aussi avoir cet esprit de neutralité. Si on veut aller vraiment dans l'intérêt de tout ce qui est, je dirais, effort à la fois politique, effort scientifique, effort économique, donc il faut instaurer ce système, je dirais, de contrôle. Mais ce contrôle, quand je disais qu'il faut associer vraiment un conseil ou un corps scientifique, il faut aussi lui adosser des moyens parce que même le corps scientifique, même s'ils font leur boulot actuellement, pour avoir une évaluation certaine, il faut être périodiquement sur le terrain. Ce qui veut dire il faut avoir à la fois de l'observation, de la veille et des mesures périodiques. Voilà. Alors pour assurer cette veille, justement, il faut instituer un haut conseil des risques majeurs et rendre des comptes exclusivement au président de la République parce qu'on se rend compte qu'il y a une multitude d'actions qui sont éparses entre différents départements ministériels. Vous avez la délégation des risques majeurs qui est au ministère de l'Intérieur. Vous avez aussi certains comités qui sont créés ici et là. Est-ce qu'il faudrait aussi avoir un haut conseil qui rend compte directement au président de la République? Moi, je pense il est garant de la sécurité. Moi, je pense que c'est une des bonnes choses à mettre en place. Un haut conseil. Un haut conseil. Et moi, je ne vous cache pas, moi, pour la sécurité alimentaire, j'avais moi-même proposé un haut conseil de la sécurité alimentaire, mais qu'il ait accès à l'information et qu'il ait les moyens et qu'il soit directement en connexion avec les hautes sphères de l'État et en particulier avec son Excellence le Président de la République. Et moi, j'étais ravie, tout à l'heure vous avez dit que le Président demandait ce qu'il y ait en quelque sorte une révision périodique. Il a tout à fait raison. Des simulations aussi sur les risques majeurs. Oui, des simulations et une évaluation. Ça fait partie justement de la stratégie. Et il y a un point qui me paraît important pour toute stratégie, on ne peut pas l'évaluer si on ne met pas en place des indicateurs mesurables, quantifiables et fiables. Ça, et moi je le dirais par rapport au risque climatique, nous avons obligation d'avoir des indicateurs pour tous les secteurs, y compris pour le vôtre, la communication. Quel travail est fait par rapport à la sensibilisation, quel travail est fait dans quelle couche de la société, comment il est mené, avec quelle, je dirais, vision pluridisciplinaire ou non. On le fait de façon régulière. Oui, je sais, je n'en doute pas, mais ça doit figurer parmi les indicateurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me paraît très important aussi, la communication. Moi, j'irai plus loin par rapport au risque climatique. Tous les secteurs sont impliqués, y compris le secteur des affaires religieuses. Ne serait-ce que pour sensibiliser par rapport au gaspillage de l'eau, des aliments, tout ça. Et quand je dis gaspillage de l'eau, des aliments, c'est à la fois
nous protéger par rapport à tous les risques liés au changement climatique, mais aussi pour appuyer notre sécurité alimentaire. Parce qu'en fait, tout est lié. Tout à l'heure, vous m'avez demandé... La baguette, c'est des céréales qui sont importées. Oui, et ce qui est malheureux, souvent, les produits alimentaires qui se trouvent le plus dans nos poubelles sont les produits à la fois importés et soutenus par des subventions pour permettre, c'est l'effort que fait l'État depuis l'indépendance, pour permettre à toutes les couches de la société d'accéder au moins à un minimum, je dirais, requis d'alimentation. D'ailleurs, c'est ce qui permet à l'Algérie d'avoir quand même une sécurité alimentaire et une disponibilité alimentaire, je dirais, au moins sur le plan quantitatif. Je ne veux pas rentrer dans le détail, dans le qualitatif, ça demanderait aussi une autre vision pluridisciplinaire, y compris ceux de la santé, mais on est classé premier pays au niveau de l'Afrique par rapport à la sécurité alimentaire, par le PAM, mais malgré ces efforts, moi je dis, nous devons être vigilants. Pourquoi ? Parce que notre sécurité alimentaire actuellement, elle est assurée par rapport à travers des importations. Des importations qui sont du pétrole et du voilà, gaz. Qui sont contrebalancées par l'argent du pétrole et du gaz. Et même si cet argent... Elle n'est pas durable. Même si elle va durer, vu ce que nous vivons depuis la période du Covid, nous devons tirer des leçons. Ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à la crise russo-ukraine ou la guerre russo-ukraine, ça devrait nous faire tilt et de nous mettre dans la tête que parmi les points de cette stratégie, c'est d'aller vers une vision d'amélioration de nos productions, en particulier des cultures, je dirais, à caractère stratégique, mais dans une vision de durabilité, c'est-à-dire en intégrant les risques climatiques, c'est-à-dire en adaptant nos agrosystèmes aux risques climatiques et en préparant les agriculteurs à ces risques. Voilà, parce que tout est en fait lié et connecté. Alors, comment préparer les agriculteurs aujourd'hui, Madame Fotom Lardari? On doit prendre conscience un peu de ces risques qui vont menacer certaines cultures, donc s'orienter vers d'autres moins consommatrices d'eau et qui sont adaptables au phénomène, bien sûr, des changements climatiques, c'est-à-dire le réchauffement de la Terre, puisqu'il faut le dire, il faut qu'on le sache aussi et qu'on se le dise. On a tendance souvent, nous aussi, à l'oublier que 85% de notre territoire, c'est le Sahara, c'est le Sud. Il faut s'adapter avec le Sud maintenant, apprendre, c'est-à-dire à domestiquer davantage le Sud de telle sorte à ce que ça soit la pépinière de l'Algérie, Madame Fotom Lardari. C'est le cas pour le pétrole et le gaz, pour les ressources hydriques existantes dans les sous-sols. Est-ce que ça devrait l'être aussi pour d'autres productions, puisque nous avons vu que Biskra et El Oued, pour la production maraîchère, ils arrivent pratiquement à inonder tout le territoire national. Oui, c'est vrai qu'ils arrivent à obtenir des résultats quand même intéressants, en particulier pour Biskra, vous connaissez bien. Oui, les cultures légumières. Je connais tout le territoire algérien, surtout sur le plan. Je connais pas les villes et les magasins, mais je connais beaucoup les milieux ruraux. Mais il faut rappeler que vous êtes dans des régions où il y a pratiquement zéro pluie renouvelable depuis fort longtemps. Et vous avez des eaux certes importantes, en particulier les eaux, je dirais, sous terre qui sont dans l'Albien. Il faut vous rappeler que c'est des eaux qui ont été emmagasinées sur des siècles, des millénaires. L'Albien, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, c'est plus de 6000 ans. Donc c'est des eaux d'abord difficilement accessibles, avec un coût d'utilisation très important, très cher, et difficile d'utilisation parce qu'elles sont à des températures extrêmement élevées. Il faudrait les utiliser intelligemment, utiliser leur température comme source énergétique, oui. Et puis, il faut choisir aussi... Il faut les décalcifier aussi. Oui, il faut vraiment... Il y a tout un travail par rapport à cette ressource. Et il faut surtout garder en tête que c'est une ressource fossile. Elle n'est pas renouvelable. Donc, moi, à mon avis, je dis de toute façon, humblement, il faut d'abord produire, là on peut produire avec des eaux, je dirais, renouvelables, même si nos eaux renouvelables, dans certaines parties du pays, elles ont l'air tendance à régresser avec les changements climatiques. Et la baisse de la pluviométrie. Oui, on nous indique même d'ici 2050 une baisse qui peut atteindre les 30%. Pour toute la région MENA. Toute la région. Et là, à mon avis, il y a, je dirais, c'est comme pour les importations. On ne peut pas dire on s'arrête aujourd'hui du jour au lendemain d'importer du blé. Sinon, on va manquer. L'État algérien fait toujours des efforts pour protéger sa population. Mais nous devons déjà commencer à améliorer nos agrosystèmes, les adapter. Je donne un exemple.
En dehors des cultures céréalières, toutes les autres espèces, elles doivent être menées ou localisées. Nous devons aussi veiller à développer la réutilisation des eaux usées. Elle est utilisée actuellement très faiblement, uniquement dans l'ouest, parce que l'ouest du pays a toujours été confronté à des sécheresses aiguës. Là, aujourd'hui, on n'a pas le droit, excusez-moi l'expression, de perdre une goutte. De perdre une goutte, de faire des chichis. C'est sûr qu'il y a une vision, une politique d'aller vers recourir au dessalement de l'eau de mer, mais ça, d'abord, c'est coûteux, ça risque d'avoir des impacts sur le milieu marin, mais ça doit être réservé à l'AEP, uniquement au niveau des zones côtières, sinon il va falloir aussi dépenser pour le transfert et ainsi de suite. Il nous faut en fait, je dirais, avoir une vision globale et puis de telle sorte de jouer sur tous les volets. Je veux revenir aux céréales. Il y a des régions qui sont, je dirais, d'origine à vocation céréalière. Il nous faut aller dans ce sens. Respecter les vocations. Du côté de l'Est. L'Est et toute la zone au plateau, il faut respecter les vocations. Peut-être qu'il faut aller faire des efforts au niveau de ces agrosystèmes pour les adapter, pour améliorer leur résilience face au changement climatique. Je donne une chose. Même si la pluie diminue. Tout à l'heure, vous avez évoqué le choix des espèces. On peut travailler sur les semences. Là, je dirais déjà sur le plan céréal, elle a des semences qui sont résistantes. Mais on peut appuyer toujours les scientifiques pour travailler encore dans ce sens. On peut aussi travailler sur l'amélioration de la capacité de rétention en eau des sols. Il y a des pratiques ancestrales chez nous, mais il y a aussi des pratiques agroécologiques d'actualité auxquelles on peut recourir parce qu'il ne faut pas dire il y a plutôt je ne fais plus rien ou je vais user l'eau fossile sans me soucier de l'avenir. J'améliore. Mais les populations terrestres se sont toujours adaptées à cette situation. Voilà. Et si on peut faire des céréales dans certains sites, je dis bien dans certains sites au Sahara, à mon avis, la première des choses installées, c'est des observatoires menés par des scientifiques avérés qui connaissent bien les territoires, qui connaissent bien les risques pour rendre des comptes aux décideurs et les rendre dans leur, je dirais, état de terrain. Donc moi, je ne peux pas dire il faut aller à fond. Il faut sortir des bureaux, aller vers le terrain pour faire ses travaux faire ses évaluations. On apprend. Directes. Moi, je ne vous cache pas, malgré mon âge avancé, j'apprends tous les jours sur le terrain. Parce que moi, je voyage en bus, je voyage en taxi avec les gens de ma société. Je suis souvent en milieu agricole, en milieu éleveur. Donc, je vois ce qui se passe, j'écoute les gens. Et ça me permet d'apprendre et de corriger souvent mes appréciations. Et là, pour revenir à la question de départ sur l'évaluation, on ne peut pas se mettre dans la tête d'avoir une politique par rapport au changement climatique si on ne met pas à l'abord des indicateurs, des politiques au niveau de tous les secteurs, l'habitat par rapport à l'économie de l'énergie, la qualité de l'habitat, les matériaux, la cartographie des zones inondables sur lesquelles il ne faut plus implanter des établissements humains ou des infrastructures, je dirais, économiques. Il y a aussi tout ce qui est agricole à suivre. Par rapport, tout à l'heure, vous avez évoqué le changement de saison. Moi, je ne dirais pas le changement de saison. Je dirais c'est un impact, ce qu'on appelle en sciences économiques, c'est des impacts sur les cycles phénologiques. Vous avez très bien de me rappeler ce volet-là. Déjà, c'est observé dans pas mal de pays méditerranéens qu'il y aurait impact sur justement la durée des cycles de certaines espèces et qui peuvent perturber justement le calendrier agricole et qu'il faudra s'y adapter. Je donne un exemple. Les feux de forêt, il faut s'y adapter maintenant. Bien sûr. Parce qu'on a vu dans certains pays, ça a commencé, ça fait des ravages. Vous avez l'exemple du Canada où on suffoque, on n'arrive même plus à respirer. Je vais en venir. Mais pour terminer par rapport à votre question des perturbations des saisons, par exemple, nous, les espèces qui sont dioïques, c'est-à-dire les espèces qui ont les pieds mâles et femelles, c'est pareil comme le palmier dattier. On les observe depuis des années. Les agriculteurs eux-mêmes observent et nous disent « Ah, les dates deviennent desséchées par année. Ah, il y a le boffarois cette année qui est lié directement aux paramètres climatiques. Ah, nous avons de retard dans l'ouverture des pieds, des spates femelles. » Nous, en tant que agronome, en tant que, je dirais, modeste scientifique, on a dit « Tiens, on va mettre un réseau d'observation, de veille par rapport au changement climatique au niveau de ces milieux oasiens. » Pourquoi ? Parce que les milieux oasiens ont un rôle d'abord économique pour le pays, mais aussi
un rôle écologique et culturel. Où vont les populations si on n'arrivait plus à produire de la date? Et ça vous montre l'exemple qu'il faut avoir relation entre le scientifique, je dirais, le pratiquant de l'agriculture, mais aussi le politique qui soit informé. Maintenant, pour revenir à votre dernière question, vous avez parlé de... Je voulais aborder, bien sûr, vous avez parlé de la préservation de l'écosystème. Vous avez parlé des forêts et les feux. Ancestrales. Par exemple, certains écosystèmes préservent aujourd'hui cet environnement de ces changements climatiques, les feux de forêt, par exemple. L'exemple oasien, on n'a jamais entendu parler des incendies au niveau des milieux oasiens, par exemple. Si, on en a ces dernières années. Dernières années, quelques palmiers, au niveau de ces dernières années, il y en a, et souvent, je dirais... Mais c'est pas de grande ampleur par rapport à certaines localités. Régions du Nord. Le Nord, c'est surtout la zone méditerranéenne où il y a, je dirais, le peu de forêt qui nous reste, parce qu'on a perdu beaucoup pendant la guerre d'Algérie, et on a perdu pendant ces décennies à travers à la fois les incendies successifs et à travers aussi l'urbanisation, le grignotage des terrains forestiers, mais aussi l'exploitation abusive du bois et des espèces et tout. Mais moi, pour revenir, tout à l'heure, j'avais dit qu'il faut aussi traiter les risques en interaction. Les sécheresses combinées aux canicules rendent nos forêts plus vulnérables au feu. Qu'on le veuille ou pas, on l'a vécu toutes ces dernières années. Et la moindre étincelle, la moindre faute d'inattention, c'est des hectares et des hectares qui disparaissent. Mais la forêt, elle joue un rôle d'abord sur le plan environnemental, dans le cycle de l'eau, dans la séquestration du carbone, mais elle joue un rôle aussi, je dirais, dans la sécurité alimentaire des populations locales. Souvent, on l'oublie. Il y a beaucoup de familles algériennes qui vivent autour de ces forêts, qui, grâce aux produits, par exemple les herbes aromatiques, médicinales, quelques fruits forestiers, qu'ils vendent sur les marchés locaux, ça leur permet d'améliorer leurs revenus, d'améliorer leur sécurité alimentaire. Ils font l'échange. C'est un peu comme les Oasiens. C'est les cultures rustiques qui existent au niveau... C'est un peu comme les Oasiens qui vendent leurs produits sous palmier, qui sont menés sous palmier. Au niveau du marché local, ça leur permet d'acheter les autres produits, l'huile, le sucre, la farine, qu'ils ne cultivent pas. On peut avoir même des pignons, on les avait quand on était jeunes. Tout à fait. La forêt a un rôle décisif, à la fois environnemental, mais aussi sociétal. Et ça, à mon avis, il va falloir faire des efforts pour les protéger contre les incendies et contre toute forme de dégradation, parce que les changements climatiques ne vont pas induire seulement le risque d'incendie. Il y a aussi le risque de maladie, de dépérissement. Et ça nécessite aussi un suivi, évaluation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bien sûr, par rapport à cet aspect, il y a plusieurs forêts aujourd'hui qui sont en situation de dépérissement. On parle de celle de Bouchaoui. Alors, est-ce qu'on peut considérer que toutes ces agressions sont à l'origine aussi du réchauffement de la terre, des risques majeurs? La déforestation, elle a un lien direct, puisque certains disent que cet écosystème, c'est lui qui ramène un peu la pluie. C'est la forêt qui ramène les pluies. Oui, qui attire les nuages. Oui, moi je l'ai dit. De toute façon, à l'échelle mondiale, on dit que l'Amazonie, tout ça, c'est je dirais, le poumon de ce qu'on utilise comme expression, le poumon de la Terre. Et de toute façon, on a intérêt à conserver ces écosystèmes. D'abord, mais on est en train de détruire tous les espaces un peu forestiers. Le peu qui reste, on essaye de le préserver, mais c'est pas suffisant. Oui, il faudrait peut-être appuyer. Par exemple, dans les villes, il n'y a pas de forêt. Il faut appuyer les politiques de reboisement, à mon avis. Recréer des forêts en milieu même urbain, Madame Fatoum Il y a des milieux urbains, il faut choisir les espèces qui sont adaptées, parce qu'on peut pas dans toutes les villes à travers le monde, il y a des forêts en milieu urbain. Oui, mais ça dépend des climats, de la situation de ces villes. C'est sûr qu'on a intérêt, ne serait-ce que pour créer de l'ombrage par rapport aux canicules, aller vers le choix des espèces rustiques qui permettent de créer l'ombrage, à la fois en ceinturant les établissements des villes, mais aussi à l'intérieur des villes. Avant, les gens dans les arrêts de bus s'abritaient sous les arbres. Oui, moi je vais vous dire une chose, mais il faut choisir. Ces dernières années, par exemple, dans le milieu urbain saharien, il y a eu beaucoup d'efforts au niveau de l'ornementation, tout ça. Mais pendant les vagues de canicule, on avait le palmier qui restait, au bout de 48 heures, tout cramé. Il y a certaines espèces quand même qui m'ont étonné, c'est le bougainvillier. Il s'accroche. L'arganier, résistant également à la grande chaleur. Moins. Mon avis, jusque-là, je le dis humblement, mes observations ne m'ont permis de distinguer vraiment
que le palmier. Alors on parle bien sûr de ces phénomènes aujourd'hui climatiques qui ont engendré bien sûr des conséquences sur la Terre, sur la planète, sur notre pays également, avec les risques majeurs, avec bien sûr ces phénomènes géologiques et climatiques que nous constatons à travers bien sûr pays, plusieurs nations au niveau de notre pays. Mais je vais vous poser une question toute simple aujourd'hui. On parle beaucoup de la question de la désertification, mais objectivement, Madame Fatoum Ghadari, vous qui avez travaillé sur cet écosystème oasien et du sud du pays, est-ce qu'on peut arrêter l'avancée du désert? On peut, je dirais, on peut pas parler. On peut reculer. On peut pas, voilà, on peut reculer et on peut peut-être faire des efforts pour protéger ce qui reste. La steppe, parce que moi, je vais vous dire, le Sahara, il est désertique. Donc, il est désertique. Et d'ailleurs, la désertification est arrivée à un stade, ce que j'appelle un stade ultime. Il y a un autre risque qui s'est installé, c'est l'ensablement et les tempêtes de sable qu'il faut prendre aussi en considération. Tout à l'heure, je parlais de la cartographie des zones inondables pour l'habitat, pour les infrastructures. Mais en région saharienne, moi, je peux vous dire qu'il y a des infrastructures, d'abord en centrale, mais aussi des infrastructures pour lesquelles l'État a dépensé, comme des voies ferrées, des routes. Elles sont ensablées. Et là, moi, j'insiste qu'il ne faut plus faire un programme ou un projet de développement sans intégrer les risques dans ce projet, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Et dans chaque région, tenir compte des spécificités par rapport à ces risques. Et ça me paraît très important. Tout à l'heure, je voulais évoquer un point très important par rapport à la gestion des risques en général et en particulier les risques climatiques. Ils sont intimement liés à la question de l'aménagement de territoire, qui elle-même doit prendre en considération les politiques et plans de développement socio-économique. Moi, d'un côté, je me dis... L'aménagement du territoire, c'est l'affaire du ministère de l'Intérieur. Moi, je me dis, c'est une bonne chose, parce qu'avant, ils étaient séparés. Je me disais à un moment, pourquoi on a mis l'aménagement du territoire, moi-même qui étais membre du comité national de suivi de l'aménagement du territoire. Mais en définitive, après réflexion, je me dis, c'est pas mal, parce que l'intérieur, c'est lui qui est chargé de la gestion des catastrophes. Autant que ça soit eux qui prennent ça en charge. Mais... il y a eu un travail qui a été fait au niveau de l'aménagement du territoire. Mais moi, je ne le vois pas encore sur le terrain. On est en train de le réactualiser actuellement parce qu'on avait envie, durant les années 2010, le rapport qui avait été élaboré sur le schéma d'aménagement du territoire. Malheureusement, on l'a abandonné totalement. Mais là aussi, le schéma d'aménagement du territoire a ses outils d'évaluation et de suivi. C'est les chercheurs et les scientifiques et les universitaires. Et les acteurs de terrain. Les scientifiques ne sont pas fermés. Au contraire, même pour l'évaluation des risques en général, il faut avoir un socle de scientifiques, de composition pluridisciplinaire, mais aussi, je dirais, des acteurs de terrain et pourquoi pas des politiques. Il ne faut pas que les composants de la société soient séparés. Moi, je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire on ne doit pas concocter des lois et des décisions à partir des bureaux. Il faut aussi associer les gens du terrain. Ah oui. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je vais vous dire une chose. Si vous faites une cartographie des zones inondables, en Algérie, on a pas mal qui sont faites, ou une cartographie de l'ensablement, ou du risque d'ensablement, ou d'autres risques. Si vous ne la mettez pas aux mains des autorités locales et de l'exécutif qui est sur le terrain, à quoi elle sert? À quoi elle sert? À quoi elle sert? Mais parfois, je le dis, je le redis, on est déçus. Moi, personnellement, il m'est arrivé d'amener moi-même des cartes, des outils qui ont été faits par des jeunes chercheurs. Mais je m'attendais à ce qu'on nous interpelle là-dessus. Et ça, moi, je souhaite que ça vienne. Moi, je ne suis plus dans le circuit des jeunes chercheurs, mais je reste avec mon observateur et mon analyse. Et c'est le recul qui permet de faire l'analyse, parce que le scientifique qui est jeune, il est occupé avec ses programmes et tout ça. Mais nous qui sommes plus âgés et prenons du recul, nous arrivons à voir justement là où il y a des défaillances. Il y a eu beaucoup d'efforts. Moi, je vais vous dire une chose. L'Algérie est parmi les pays qui a fait le plus de progrès au niveau de la gestion des catastrophes. J'ai été moi-même membre de l'accord euro-méditerranéen sur les risques pendant 13 ans. On a même travaillé sur les dispositifs juridiques. Parmi les dispositifs juridiques qui étaient jugés les plus intéressants, c'était celui de l'Algérie. Mais j'avais une gêne parce que les textes d'application ne suivaient pas, à part un texte ou deux.
Bon, heureusement que maintenant elle a été reprise. Moi-même, j'ai contribué avec les collègues de la délégation et d'autres collègues des autres secteurs pour réactualiser cette loi. Et d'ailleurs, ça nous a donné aussi l'occasion de leur dire intégrer les risques liés au changement climatique. Même s'il y avait les risques comme la désertification, tout ça, mais il faudrait intégrer les canicules, il faudrait intégrer l'ensablement. Ça a donné une discussion assez importante. Il faut faire vite aujourd'hui, Madame. Ah oui, moi je peux vous dire, on n'a pas le droit de perdre du temps. On n'a pas le droit. Et puis un volet sur lequel je voudrais insister, c'est le développement d'une culture des risques dans tous les volets et dans toutes les composantes de la société, à commencer par leurs écoles et leurs programmes scolaires. Bien sûr, il faut adapter selon l'âge, selon le niveau scolaire, mais nous sommes obligés parce que c'est ces générations montantes qui vont être confrontées de plus en plus à des risques de plus en plus et des catastrophes de plus en plus aiguës. Et les Japonais ont bien formé leurs élèves sur les risques sismiques et comment se comporter. Et c'est des aspects qu'on doit prendre impérativement en charge aujourd'hui. Madame Khadaï, il ne reste pas beaucoup de temps. Allez-y, dernière... J'allais dire, il y a quand même des choses qui sont faites au niveau, par exemple, de l'enseignement supérieur, parce que c'est pas parce que je suis au niveau de la formation, il y a eu pas mal de profils, le sait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit, qu'on profite de la jeunesse, parce que 70% du pays, c'est des jeunes. Qu'on profite à travers le dispositif scolaire, qu'on profite à travers le conseil de la jeunesse qui a été créé récemment par le président, pour justement dispenser cette culture des risques. Je peux vous dire que souvent, on parle des catastrophes au moment de la catastrophe, mais après on l'oublie. Ça, c'est la nature humaine, c'est pas spécifique à l'Algérien. Madame Fatoum Khadari, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Je sais que vous pouvez en parler pendant des heures. Merci beaucoup, bonne journée.